عطلين شويه. إذن امر مباشره واعطي الكلمه لاستاذ محمد الخلوفي من الوكاله الوطنيه للمياه والغابات ليقدم لنا عرضا حول غنى التنوع البيولوجي بالموقع ديال الاهميه البيولوجيه والايكولوجيه لملويه richesse de la biodiversité du sud de la Moulouya. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. Permettez-moi encore une fois de m'adresser à vous. Donc, en présentant le livre blanc pour la préservation du site de l'embouchure de la Moulouya, il ne s'agit pas de présenter la richesse. Donc, il ne s'agit pas de présenter la richesse patrimoniale au niveau du site de la Moulouya. Tout le monde en connaît davantage et j'ai préféré laisser ce volet aux académiciens et aux chercheurs scientifiques pour mieux présenter ce dont le site de l'embouchure de la Moulouya regorge en biodiversité et en richesse patrimoniale. Alors, ma présentation s'articulera autour des éléments concernant l'introduction, les valeurs écologiques et les services écosystémiques du site Ramsar de la Moulouya. Je rappelle que ce site il a été inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau depuis l'année 2005, donc il y a 20 ans. C'est un site qui a été proposé pour être érigé en parc national la même année, en 2005. Malheureusement, le statut de parc national, c'est un statut très restrictif, ce qui a poussé les acteurs locaux, les institutionnels notamment et les ayants droit à s'opposer à la création de ce statut légal qui est puisé du Daher de 1934, qui permet qui offre beaucoup de restrictions au niveau des parcs nationaux. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu classer ce site en tant que tel. Donc, je vais présenter très succinctement les dysfonctionnements et les défis que nous sommes appelés tous à relever au niveau de ce site fabuleux. Et le cadre d'intervention du livre blanc, je rappelle encore une fois que le livre blanc, ce n'est ni une convention, ni un contrat, ni un plan de travail, mais c'est un cadre qui permet de déclencher des partenariats entre institutionnels, entre société civile et institutionnelle et tout le monde pour contribuer à la protection de ce site. Et j'enchaînerai sur une conclusion. Alors, je voudrais rappeler aussi que le site d'intérêt biologique et écologique de l'embouchure de Moulouya, c'est un site qui a été identifié déjà en 1996 dans le cadre de la préparation du plan directeur des aires protégées qui a été conduit par l'administration forestière de l'époque et qui a permis de le classer en tant que site d'intérêt biologique et écologique de première priorité pour qu'il soit classé et pour qu'on lui affecte un statut légal de protection. Alors, le premier statut légal de protection qu'on a tenté, c'était celui du parc national en 2005, qui n'a pas abouti à cause des oppositions. Après, on a essayé de remettre à jour une nouvelle loi, la loi 2207 sur les aires protégées, qui nous permettra de classer les sites naturels qu'on aimerait classer, que ce soit sur le court ou le moyen terme, en aires protégées et qui devrait être doté d'un statut légal de protection avec une structure de gestion et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est cette loi qui a été votée en 2010, mais dont les textes d'application ont tardé jusqu'au 2022.
et qui nous a permis de voir une panoplie de catégories d'aires protégées qui sont au nombre de 5 et qui sont le parc naturel, le parc national, réserve naturelle, réserve biologique ou site naturel. Alors, on a distingué entre les différents types de catégories pour orienter chaque site naturel ou chaque site. Un SIP, c'est pas un statut de protection, ما عنده حتى شي قانون باش يمكننا ندافعوا عليه. Donc on a distingué 5 catégories et chaque catégorie dispose d'un certain nombre de restrictions, que ce soit pour la protection, que ce soit pour le développement durable, que ce soit pour la valorisation écotouristique, que ce soit pour la recherche scientifique ou pour des sites comme les réserves biologiques qui sont des réservoirs de la biodiversité, etc. Alors, le site pour ne pas trop tarder, il a été classé, donc c'est le premier acte que l'administration forestière a procédé, c'était en 99, en le classant comme réserve intégrale de chasse. Donc, tout acte de chasse, il a été interdit à partir de cette année. Avant, la chasse, elle était permise au niveau de ce site. En 2001 jusqu'en 2006, le site il a pu bénéficier de soutien financier international du projet Medwet Coast, Mediterranean Wetland Coast. C'est un projet méditerranéen régional qui a concerné 5 pays du pourtour méditerranéen, le Maroc, la Tunisie, le Liban, l'autorité palestinienne et comme ça, 5 pays, et qui a retenu 5 sites d'intérêt biologique et écologique au niveau de la région de l'Oriental, dont le site de l'embouchure de l'Amlouia. À l'occasion de ce projet, nous avons pu faire les premiers diagnostics écologiques et nous avons pu remettre les rapports naturalistes concernant plusieurs thématiques d'inventaire, qu'il s'agisse de thématiques qui concernent la mammalogie, les mammifères, l'ornithologie, les oiseaux, les herpétophones, les reptiles, les amphibiens, les aspects socio-économiques, la cartographie, les aspects hydrologiques des zones humides, etc. Donc, ça nous a permis d'avoir de bonnes connaissances sur ce site. Et à partir de ce moment-là, le site a suscité beaucoup d'intérêt de la part du monde scientifique, vu les potentialités dont il regorgeait. Nous avons ensuite enchaîné sur la création du parc national dont je viens d'évoquer, qui n'a pas abouti. Nous l'avons inscrit aussi sur le site, nous avons inscrit le site sur la liste de la convention Ramsar. Donc, c'est une convention, et vous savez que les conventions internationales priment sur les lois nationales. Et depuis cette date, on défendait et on protégeait le site contre tout projet d'investissement touristique, contre tout projet qui nuit à l'environnement, etc. Grâce à cette convention qui a été comme un outil de défense et de protection du site, en attendant de le classer en tant que aire protégée. Alors je crois que cette année, on se penchera sur un dossier de création de ce site en tant que réserve naturelle. Donc c'est une catégorie d'aire protégée qui dispose de textes d'application et qui émane de la loi 2207 sur les aires protégées. Alors, en 2007 jusqu'en 2009, c'était le projet SMAP 3, auquel beaucoup d'associations ont pris part avec la faculté des sciences d'Oujda. C'est un projet qui a permis d'organiser pas mal d'ateliers de concertation pour protéger le site et pour mettre en place pour concevoir un plan de gestion et d'aménagement relatif à ce site.
Il y avait aussi un projet d'intégration des considérations sur la biodiversité aquatique dans la planification de la gestion au niveau du bassin hydraulique de la Mlouya, 2008-2009. C'est un projet qui a été conduit par l'Agence du bassin hydraulique de la Mlouya. Et ensuite, on a enchaîné sur le projet de gestion intégrée des zones côtières qui a été conduit par le département de l'environnement et auquel on a contribué. Alors, les valeurs écologiques et les services écosystémiques du site de l'embouchure de la Mlouya, il faut dire que c'est un site unique par la grande diversité dont certaines espèces sont d'importance mondiale, notamment le cas de l'avifaune, certaines espèces d'oiseaux comme le crabier chevelu, comme la sarcelle marbrée et beaucoup d'autres espèces, le héron pourpré aussi donne toute l'importance à ce site. Et grâce à cette richesse avifaunistique ornithologique qu'il a été inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Donc c'est un site qui n'a pas de frontières puisque l'avifaune y inféodée à ce site, elle est internationale et elle migre à travers la Méditerranée. C'est un site unique par son étendue et par la pérennité de ses eaux. Vous constatez que j'ai surligné la pérennité en rouge. C'est un lexique qui ne va pas actuellement avec les épisodes de sécheresse et les années de sécheresse que la région a connues. Donc, en comparaison, donc nous l'avons comparé avec d'autres oueds du bassin méditerranéen du Maroc. C'est un site qui abrite près des 2/3 de toute la faune, toute la population d'oiseaux qui existe à l'échelle nationale au Maroc. Elle est représentée au niveau de ce site. Alors, ce sont les résultats d'inventaire qui datent de 2003 et qui ont été actualisés en 2017-2016. Alors, en 2003, on a recensé 201 espèces, qui fait que le site représente les 2/3 de la population. En 2016, nous avons recensé 287 espèces d'oiseaux qui fréquentent le site de l'embouchure de la Mlouya. Donc, la fraction 2/3, elle est largement dépassée. Et c'est un site qui ne cesse de nous surprendre par la richesse avifaunistique dont il regorge, malgré les impacts négatifs, malgré la mise en place de la rocade au niveau de Saïdia, malgré la fragmentation des habitats fondateurs de la biodiversité locale, malgré beaucoup de dysfonctionnements au niveau de ce site. Alors le site, c'est un lieu d'hivernage et de nidification de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt mondial comme le goéland d'Audouin, la sarcelle marbrée. Il y a la présence de certaines espèces très menacées à l'échelle nationale ou internationale comme la loutre, la sarcelle marbrée, le héron pourpré. C'est un milieu très important pour la migration de nombreuses espèces d'oiseaux, de poissons. Il y a des espèces d'oiseaux qui se reproduisent au niveau de l'embouchure, au niveau de l'oued Mlouya, et qui grossissent au niveau de la Méditerranée. Et d'autres, c'est le cas de l'anguille, et d'autres qui font le cycle inverse, ils se reproduisent au milieu marin et ils croient au milieu continental. C'est le cas de la lauze feinte, qui est une espèce très menacée de disparition. C'est un milieu, l'estuaire, c'est la plus grande rivière du versant méditerranéen du Maghreb et du plus long oued au niveau du Maroc. C'est un système estuarien le moins anthropisé du Maroc, mais actuellement, il connaît de plus en plus d'anthropisation. La Sansuire, la plus large de l'Afrique du Nord, les plages sableuses parmi les plus longues de la Méditerranée, une tamarissée qui offre, donc c'est une forêt à base de tamaris, qui offre un abri à une faune terrestre variée, notamment l'herpétofaune, les reptiles. Il y a des reptiles qui sont endémiques et qui sont menacés et qui donnent une certaine valeur patrimoniale et écologique pour le site de l'embouchure de la Mlouya. Il est connu par des berges, des zones humides et de l'oued très riches en invertébrés qui servent de nourriture et de zone de nourrissage pour les oiseaux. Alors,
Concernant les services écosystémiques offerts par les zones humides d'une manière générale, c'est d'abord la maîtrise des crues, la recharge des eaux souterraines en eau douce, la stabilisation du littoral et la protection contre les tempêtes marines, la rétention et l'exportation des sédiments et des matières nutritives, l'épuration de l'eau. C'est un réservoir de diversité biologique, sachant qu'il y a beaucoup d'habitats, il y a les habitats lacustres, terrestres, marins, etc., qui offrent une panoplie de biodiversité. Il y a beaucoup de produits des zones humides. Les zones humides ont des valeurs culturelles, les loisirs, le tourisme, l'atténuation de l'impact joue un rôle très important dans l'atténuation de l'impact des changements climatiques et l'adaptation. Alors, les dysfonctionnements connus par tout le monde et les défis que nous sommes tous appelés à relever, d'abord concernant le tourisme et la surfréquentation, l'aire protégée de la Mlouya et ses abords font l'objet d'un tourisme estival très important. Les points d'accueil saillants sur ce site au niveau de l'embouchure sont situés au niveau de l'embouchure et des plages, à proximité de la rive droite et gauche du fleuve. Donc le site partage les deux rives, la rive gauche et la rive droite de l'embouchure. Les impacts négatifs de la surfréquentation et du tourisme entraînent des perturbations de la vie faune par l'intermédiaire de ces habitats, une modification des milieux liée à la fréquentation des plages, à la zone de l'embouchure, à l'usage des jet skis, aux infrastructures d'accueil, aux pollutions et à la production de déchets solides. Alors avec la contribution de la société civile, la contribution de l'autorité provinciale, on a pu résoudre un certain nombre de problèmes et de dysfonctionnements concernant la surfréquentation et l'anarchie au niveau des fréquentations. À première dit, c'est l'usage des jet skis qui se sont interdits depuis pas mal d'années. L'organisation du flux des touristes, des estivants, en empruntant des sentiers qui sont balisés à l'aide des cordes et des moyens de balisage pour respecter les habitats fondateurs de certaines biodiversités animales notamment. Nous avons mis une certaine infrastructure, un centre d'éducation pour l'environnement géré par une association locale pour accueillir les estivants, pour accueillir les élèves et les sensibiliser sur l'importance de la préservation des milieux naturels. Donc, concernant les pratiques d'exploitation des ressources naturelles qui ont souvent été inappropriées, inadéquates pour le site, notamment en ce qui concerne la collecte des œufs d'oiseaux et la capture de certaines espèces protégées par les enfants, par les écoliers qui fréquentent la zone. Il y a aussi le pâturage, dans une moindre mesure, les cultures et usages intensifs et produits chimiques, et l'extraction de matériaux de construction. Alors, par rapport à la perturbation du régime hydrologique, les écosystèmes fluviaux ainsi que la zone de l'embouchure dans son ensemble sont alimentés par les eaux du fleuve, caractérisées par un niveau important de pollution en provenance de l'amont, mais également des terres agricoles situées autour de la zone de l'embouchure. La pollution de la Moulouya en amont provient notamment des zones agricoles du bassin de la Moulouya, mais aussi des activités industrielles, notamment de la sucraphore de Zaïou. Les entreprises de construction prélèvent le sable au niveau des berges de la Moulouya ainsi que l'eau du fleuve, des mares et marais. Cela met en danger la reproduction des écosystèmes fluviaux ainsi que les habitats privilégiés constitués par les zones humides. En raison du drainage engendré par les canaux et du manque d'ouvrages de rétention des eaux, la zone
la zone humide n'absorbe plus les inondations de la Melouia, qui assurait la recharge de la nappe côtière en eau douce. La construction de la rocade a créé aussi une barrière aux échanges hydrologiques entre les deux estuariennes et la plaine côtière. Le drainage des marais d'Ain Shbak, qui est une source d'eau douce, suite à la construction du canal de protection de Seydia, provoquait une baisse notable du niveau de la nappe, voire parfois l'assèchement du bras mort. Alors, les défis que nous sommes appelés à relever et qui ont été rapportés par la commission Ramsar, qui relève du secrétariat Ramsar basé en Suisse et qui ont fait une mission au niveau de l'embouchure de la Melouia suite à la demande de certaines associations qui défendent la cause environnementale à ce niveau-là. Ils ont rapporté un certain nombre de points que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, qui font l'objet de cette présentation que je présente devant votre audience. Alors, le premier point concerne la mise en place d'un statut légal de protection du site, incluant une zone tampon dans laquelle seules les activités d'exploitation des ressources renouvelables sont autorisées. Donc, le statut de protection légale, c'est un statut sur lequel on travaille actuellement pour ériger le site en réserve naturelle. Donc, il sera doté de moyens humains, matériels, etc., de moyens aussi administratifs et juridiques, établir une structure de gestion du site chargée du suivi. Donc, il faut mettre en place un programme de suivi écologique et scientifique pour pouvoir mettre en place des indicateurs de suivi qui sont les niveaux d'eau, qui sont les tailles de population de certaines espèces, qui sont le niveau la superficie des zones humides, la superficie forestière, etc. Donc, il faut mettre en place ce programme de suivi écologique et scientifique, institutionnaliser un comité de gestion en attendant la mise en place de cette structure. Donc, il faut institutionnaliser un comité transitoire de gestion qui serait présidé par le wali ou par le gouverneur de la province de Berkane et qui englobe toutes les institutions qui sont chargées de la gestion du site des eaux et forêts, l'environnement, l'agriculture, le tourisme, l'équipement, l'agence du bassin hydraulique, etc. Et qui constitue aussi un cadre de concertation avec les usagers, avec les ONG, avec tout le monde. Prendre en compte dans les projets de développement la proximité de la zone humide et les suggestions liées à la conservation de ces valeurs naturelles et socio-économiques, voire leur mise en valeur par le développement d'activités de l'écotourisme. Alors, un défi d'ordre écologique consiste à rétablir et améliorer les fonctions hydrologiques du cible de l'embouchure de la Melouia. Ce défi, il a été relevé à un moment où le passage des eaux douces de Ain Shbak pour alimenter et approvisionner les marais de Shararba était bloqué et c'est un point qui a été étudié à travers des études de restauration hydrologique et il a été corrigé à travers la mise en circulation des eaux au niveau de la rocade de la route qui représente la rocade. Donc, pour faire passer l'eau douce de Ain Shbak au niveau de Shararba. Soumettre au régime d'autorisation préalable les prélèvements des eaux superficielles. Vous savez qu'il y a beaucoup de points de pompage d'eau. Donc, restaurer la conservation de la junipérée. Donc, il y a beaucoup de défis. C'est vraiment bien dommage que n'aimerait pas discuter. Donc, le cadre d'intervention de ce livre blanc, c'est un document de référence pour l'élaboration et la mise en
une œuvre des conventions de partenariat entre les institutionnels et les ONG. C'est un cadre qui fixe les orientations de protection, de gestion, de mise en valeur et de développement de l'air protégé. Il préconise le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement. Il constitue le cadre d'intervention proposé qui a pour objectif la restauration et la préservation écologique et esthétique de l'embouchure de la Moulouya. Et il expose des propositions qui portent sur les conduites à tenir et qui ne préjugent pas des engagements des partenaires institutionnels ni des services déconcentrés des collectivités locales qui interviennent dans la gestion du site, ni de leur cadre budgétaire, et je vous remercie.